Nous sommes avec Claude Tabel qui est resté avec nous, Hervé Lapique, je vous ai déjà présenté, Thomas Bourgeois bien sûr, et Jean-Pierre Allot. Alors allez-y, hein, posez-nous des questions, elles s'affichent encore, interpellez-nous et c'est le moment du débat, donc vous pouvez encore plus vous lâcher si je puis me permettre. Jean-Pierre Allot, on commence avec vous. D'abord on vous présente parce que vous n'étiez pas présent sur les deux premiers plateaux, vous êtes multiplicateur, vice-président de la FNAMS, et après tout ce qu'on a entendu, tout ce qui s'est dit là depuis 1h10 maintenant, comment on sort de ce dilemme? On voit bien qu'il y a la société, les pouvoirs publics qui demandent des choses, la valorisation qui, pour l'instant, je parle sous le contrôle de Claude Tabel qui est à côté de vous, n'est pas là, l'aide PAC qui est pour l'instant hypothétique. Est-ce que vous y croyez encore à ce moment du débat? Est-ce que vous êtes convaincu qu'il faut aller dans cette direction, oui ou non? Bonjour Pascal. D'ailleurs, il faut d'abord rappeler pourquoi on est là cet après-midi. Moi, personnellement, si je suis là cet après-midi, c'est des questions qui sont posées par le réseau d'agriculteurs multiplicateurs. Celui que je connais le mieux, c'est le réseau des potagéristes. Donc, il faut savoir qu'en semences potagères, sur nos exploitations, on a quoi? On a 2, 3, 4, 5, 6, 7 contrats. Moi, sur ma ferme, j'ai 14 contrats. 14 contrats. 14 contrats, pas en potagère. En potagère, j'en ai 6. Donc, mais 14 cultures. Quand on a 14 cultures et qu'on entend aujourd'hui, donc, dans ce qui est donc, la future PAC 2023, que si réellement, alors c'est qu'une simulation, mais que si réellement nous ne sommes pas dans une démarche de certification, les exploitants agricoles, nous risquons de ne pas avoir le paiement vers, comme l'a dit après Hervé Lapique, de 70 ou 80 euros l'hectare. Vous comprenez que quand on entend des choses comme ça et qu'on a sur nos fermes des assolements super diversifiés et que nous prenons tous les renseignements, comme nous a expliqué Emma André tout à l'heure, où on se dit, mon Dieu, mais quelle catastrophe si on nous obligeait pour avoir donc ces aides PAC qui sont revues donc dans ces conditions-là, mais quelle catastrophe, parce qu'on est agriculteur multiplicateur, on va se passer d'aide. Donc c'est pas possible. Donc à ce niveau-là, nous, les questions, elles se posent dans la nature. Elles se posent peut-être un petit peu moins pour les personnes qui font que des contrats semences céréales, où ils ont un petit peu moins de contrats sur les exploitations. Mais nous, la question aujourd'hui, c'est, on est agriculteurs, multiplicateurs très diversifiés, est-ce qu'on s'expose à perdre une partie de la PAC? La vraie question, et ce pourquoi on est là cet après-midi, moi personnellement, je suis là parce que c'est ça. Le risque, il est là. Le risque, il est là. Ah, donc c'est un risque énorme. C'est un risque gigantesque. Énorme. Voilà. Est-ce qu'il y a un risque que les gars arrêtent la production? Alors moi, je ne peux pas faire ce genre d'affirmation. Aujourd'hui, comme l'a dit Hervé tout à l'heure, tout est sur la table en discussion. Si ce n'est que quand on est agriculteur, multiplicateur et de plus responsable professionnel, dans le responsable professionnel, il y a responsable. Donc on se doit à un moment donné d'amener le maximum d'informations à notre réseau. Et c'est ce que fait la FNAMS en permanence, d'amener le maximum d'informations à notre réseau. Bon, on a bien compris vos craintes, les risques qu'il y a, hein, et cette pression qu'on nous met, hein, on peut utiliser le mot pression. Vous, chez vous, ou autour de vous, dans votre région, est-ce que vous êtes prêt à y aller? Est-ce que vous pensez que c'est une démarche dans laquelle il faut s'inscrire? Ou pas? Je pense qu'il ne faut jamais avoir un coup de retard, il faut toujours avoir un coup d'avance. Moi, quand j'écoute l'intervenante Emma André tout à l'heure, je me dis que le niveau 1, il faut absolument y aller. Est-ce que... le niveau 1, c'est pas très compliqué quand même. C'est pas très compliqué, mais là, attention, dans notre réseau, tout le monde n'est pas encore vraiment à aller au niveau 1. Après, est-ce qu'il faudra monter, c'est parce que c'est votre question, est-ce qu'il faudra monter une marche supplémentaire pour aller au niveau 2? J'ai bien compris aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, le niveau 3 est impossible. Ah oui, donc, pour vous, c'est impossible? Pour nous, c'est impossible. Je vous ai situé mon niveau d'exploitation, mais les personnes qui nous écoutent cet après-midi vont se reconnaître. On a
une épicerie importante. La section potagère, c'est quoi? C'est 42 espèces à peu près en France. Donc quand on a autant... Après, on a parlé clairement des références régionales sur les IFT. Qui n'existent pas. Donc qui n'existent pas. Donc aujourd'hui, ça ne servirait absolument à rien. Il faut que cette rencontre nous amène quelque chose cet après-midi. Il faut démystifier, pour moi, il faut démystifier beaucoup d'éléments. On ne peut pas faire croire à un agriculteur multiplicateur très spécialisé qui va pouvoir très rapidement aller sur un niveau 3. Il va buter parce qu'il aura des problèmes dans les références régionales. Ça va lui coûter cher. Et oui, parce qu'il faut payer la certification. Exactement. Comme en bio, ça va lui coûter cher. Donc, l'Union des semenciers, donc après Claude a pris la parole, va devoir travailler là-dessus parce que nous, on va demander, forcément, une rémunération supplémentaire. D'accord. Pour vous, c'est pas possible d'y aller sans rémunération dans le contrat avec le semencier? Alors, attendez, ça va être extrêmement compliqué. Si, à un moment donné, on sent très bien, j'ai bien écouté la visio de Benjamin Minière, qui dit, lui, en fait, il est producteur de consommation, d'oignons consommation, par exemple, et il est producteur de semences. Oui. Lui, il va essayer d'intégrer l'HVE3, et moi je le comprends tout à fait, il a raison, et il a dit aussi, il a 26 ans. Donc, c'est le bon moment de l'intégrer. La seule chose, c'est qu'il va quand même buter très certainement sur les IFT régionales, mais lui, il a une valeur. Lui, il va avoir un paiement, parce que c'est son acheteur, sur la consommation, il va avoir un paiement supplémentaire. Chose qui, aujourd'hui, je n'ai pas compris, ou alors j'ai mal compris ce qu'a dit Claude, j'ai pas compris que sur en ce qui concerne le contrat de semences potagères qu'il a aussi, puisque j'ai bien identifié dans la visio de la carotte, je ne suis pas sûr que Benjamin Minière va avoir un supplément sur sa carotte porte-graines. Et je ne veux pas savoir avec quel établissement il travaille, c'est pas ça le problème. Oui, donc peut-être qu'il n'aura pas de valorisation. Sur ce contrat, aujourd'hui j'en doute. Bon. Mais Claude nous amènera la réponse. Alors on entend, Hervé, j'aimerais vous entendre tout de suite. C'est très intéressant ce que dit Jean-Pierre. On voit les doutes, le pessimisme, pour ne pas dire un autre mot. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce dilemme, ces questions que je pose à tous les quatre, entre d'un côté cette pression forte, qui est partagée par la Fédé, par la FNSEA, qui dit qu'il faut emmener le maximum d'agriculteurs, ne serait-ce qu'au niveau 2, et quand on voit bien qu'en semences, c'est ultra compliqué. Comment on sort de ça? La pression, alors je ne sais pas s'il y a une forte pression, je crois qu'il y a une volonté d'accompagner cette démarche de progrès, comme je disais tout à l'heure. Mais tu parlais d'origine green tout à l'heure. Enfin, voilà, en Irlande, il y a 2 productions, il y a le lait, il y a l'herbe et il y a du mouton, et il y a une organisation professionnelle qui est faite derrière, et une organisation aussi de l'État irlandais qui soutient ce modèle-là. Et nous, en France, en fait, on est très particulier, enfin, qu'on soit dans l'Aude, qu'on soit en Alsace, qu'on soit en Bretagne, qu'on soit chez moi en Champagne ou au Grand Est. Enfin, on a des agricultures qui sont tellement diversifiées et différentes. Donc on a du mal à emmener un modèle unique, et je crois que la richesse de l'agriculture française, c'est sa diversité. Et donc ce que nous dit Jean-Pierre, c'est que voilà, il y a un modèle qui est très diversifié, qu'il faut prendre en compte, mais qu'on a du mal à faire rentrer dans une case qui voudrait faire rentrer tout le monde dans la même case de manière unique. Alors qu'en fait, l'agriculture française, elle est tellement diversifiée, et quand on revient sur ces indicateurs de traitement, on ne peut pas comparer 14 cultures potagères avec les grandes cultures de céréales. Enfin, on est sur, voilà, c'est de la micro, il faut de l'expertise très forte, et globalement, ce qu'on essaye de faire améliorer dans la CNCE, c'est cette vision un peu micro, plutôt que de la macro où on y va à coup de serpe, et puis on en laisse beaucoup sur le bord de la route, et les multiplicateurs de semences en font partie aujourd'hui. Donc il faut absolument essayer d'améliorer le dispositif, mais ça demande beaucoup de travail aussi pour les services des DRAF et de l'administration au niveau national, quoi. Alors comment on fait pour avancer? Claude, d'abord, comment on sort de ça? Est-ce qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, valoriser auprès du marché, ou est-ce que vous comptez, vous en tant que semencier, que sur l'aide PAC finalement, qui peut pousser aussi les agriculteurs dans cette direction? Alors, bon, déjà, je voudrais resituer un peu le débat.
Sur l'EDPAC, nous, on ne compte pas sur l'EDPAC. Ce que l'on va constater, c'est que si effectivement les agriculteurs multiplicateurs ont des difficultés pour pouvoir conserver leur niveau d'EDPAC, bien sûr qu'il faudra qu'on travaille avec eux pour trouver les meilleures solutions techniques pour qu'ils puissent bénéficier toujours de leur EDPAC au taux le plus élevé possible. Et c'est bien un peu la difficulté du débat. Est-ce qu'on parle de valeur ajoutée que l'on va chercher sur des productions ou est-ce qu'on va parler du revenu de l'agriculteur, en l'occurrence de l'agriculteur multiplicateur, et de lui permettre de continuer à pouvoir vivre décemment sa vie. Donc bien sûr, nous, on est dans une profession et dans une organisation de filière qui est totalement contractualisée. Hein. Donc c'est quand même la spécificité de notre monde des semences. On était en avance déjà depuis bien longtemps sur les fameuses lois Egalim dont on parlait. Donc il n'est pas question de laisser tomber les agriculteurs multiplicateurs. On sera à leur côté pour essayer de trouver les meilleures solutions. La valorisation après par le marché, qui est la deuxième voie, bien sûr qu'on l'appelle de nos voeux. Si nous avons la capacité de valoriser en plus donc cette caractéristique de certification environnementale par le marché, bien évidemment, on sera les premiers à aller la chercher et les premiers aussi à répercuter aussi l'intérêt sur les agriculteurs multiplicateurs. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat. Là, pour le coup, ce n'est pas tellement les semenciers qui sont maîtres d'œuvre, c'est plus les filières agricoles d'une manière générale d'aller pouvoir monnayer d'une certaine manière, montrer cette qualité-là et que le consommateur, in fine, accepte de payer un peu plus, pas beaucoup plus, mais un peu plus quand même pour ces efforts-là qui sont des efforts pour le bien collectif. Alors vous allez pouvoir nous expliquer justement ce que vous êtes en train de nous dire. Je vois cette première question-là. Historiquement, pourquoi la certification s'est-elle si peu développée dans la filière semences? Serait-ce le consommateur, Claude, qui pousse à la certification et pas de lien direct avec le consommateur dans notre filière semences? Est-ce que toute la clé vient de là? Alors déjà, on est bien d'accord, on parle là de certification environnementale. Oui. Hein? Parce que la certification dans les semences, qui est un autre sujet qu'on connaît particulièrement bien, et celui-là, on a été précurseur depuis très très longtemps. Et il est lié justement à la qualité de nos produits. Donc nous, on s'est tourné historiquement vers cette qualité-là, la qualité qui était demandée par l'agriculteur utilisateur ou le particulier utilisateur quand on parle de plantes potagères ou autres, pour avoir vraiment la meilleure qualité. Donc maintenant, on rajoute une couche supplémentaire qui est la certification environnementale. Je ne sais pas si c'est le consommateur qui le demande. Il y a d'une manière générale, c'est plutôt la société qui le demande, me semble-t-il, que le consommateur. Ouais. J'aimerais bien que le consommateur, quand il va au supermarché, il se rappelle aussi qu'il est citoyen et qu'il demande aussi beaucoup, qu'il a beaucoup d'injonctions sur toute la chaîne en amont et notamment sur les agriculteurs. Donc aujourd'hui, c'est plus une demande sociétale qui fait que nous sommes dans cette demande au niveau de la certification environnementale. Et pour les semenciers, je le redis, ce que je disais tout à l'heure, c'est évidemment une préoccupation majeure et c'est ce que nous avons dans tous nos programmes de sélection pour avoir des variétés qui permettent de répondre à cela. Voilà. Maintenant, si en plus de répondre à ça, il faut les produire en étant aussi certifiés HVE3, à un moment donné, les agriculteurs le disent, ça a des coûts supplémentaires. Il faut quelque part qu'on trouve de la valeur ajoutée pour payer tout cela. C'est tout. Thomas Bourgeois, comment est-ce qu'on sort de cette situation? On voit bien que là c'est complexe, il y a une demande, hein, et puis il n'y a pas de marché, et il y a une petite hypothétique EDPAC, mais si j'ai bien compris, une EDPAC finalement qui serait prise d'un côté, redonnée de l'autre, donc ce serait... Il n'y a pas de marché valorisé au-dessus. Thomas, comment on sort de ça? C'est exactement ça, il n'y a pas de marché valorisé. Et je trouve dommage d'ailleurs que le HVE3, qui pour moi doit une certification environnementale, qui a une obligation de résultat, doit être rémunéré par le marché. Et je trouve ça vraiment dommage de l'avoir mis justement dans ces fameux éco-schemes pour avoir l'aide la plus haute des éco-schemes. Parce que finalement, l'éco-régime, c'est ça, pardon, excuse-moi, l'éco-régime, parce que pour moi, peut-être que ça va faire l'effet inverse. C'est-à-dire, comme tout à l'heure l'avait dit Claude, à partir du moment où l'agriculteur va avoir l'EDPAC en ayant l'HVE3, peut-être que du coup, il n'aura pas la valorisation à côté par le marché. Et ça va peut-être laisser encore un petit peu plus de monde et laisser peut-être filer encore un petit peu plus le HVE. Mais moi, surtout, ce que je ne voudrais pas, c'est que comme Benjamin Minière, il part sur... Donc, il veut partir en HVE3 pour justement ses oignons de consommation parce qu'il a une demande. Ce que je ne voudrais surtout pas,
c'est que les semences, sa production de semences, entre guillemets, soit un boulet pour qu'ils puissent accéder à ce marché de HVE3. Et donc, du coup, qu'ils se disent, bon, ben voilà, moi j'ai un supermarché, je pars en HVE3, les semences, je les mets de côté. Et donc, du coup, perdre des agriculteurs multiplicateurs et perdre justement peut-être notre souveraineté de production de semences. Oui, le risque, il est là. Le danger peut être là également. Le danger, c'est que finalement, on se dit, c'est trop compliqué pour la partie semences. On arrête et on fait que de la conso. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir faire des cultures à forte valeur ajoutée. Voilà, les potagères principalement et autres. Alors justement, est-ce qu'il n'y a que les potagères ou est-ce qu'il y a d'autres domaines qui peuvent être intéressés? Alors je parle là de semences qui peuvent être intéressés. Est-ce qu'on peut faire des différences entre les productions de semences? Est-ce que tous les producteurs de semences peuvent être intéressés ou est-ce que c'est uniquement une partie que vous avez d'ores et déjà identifiée? Alors après, on va laisser à part le HVE3. Après, pour la partie certification environnementale de niveau 2, je pense qu'il n'y a pas les références encore trop d'IFT dedans. Donc je pense que finalement, un grand nombre d'agriculteurs peut y partir. Et notamment les potagères pourront y partir sur la partie diversification. Parce que quand on parle de 14 cultures, ça fera un nombre de points déjà très très fort pour accéder justement aux éco-régimes. Et ça, du coup, sur cette partie-là, ça pourrait être très bien. Donc niveau 2, c'est possible, niveau potagère. Je pense que globalement, au niveau des semences, le niveau 2, je pense qu'il sera, je ne veux pas dire facilement atteignable, mais disons qu'on pourra embarquer un maximum d'agriculteurs multiplicateurs dedans, moyennant il faudra quand même faire attention. Mais il ne faut pas oublier, comme l'a dit Claude aussi, c'est qu'on a aussi notre certification, donc pour avoir des semences aux normes, et qu'en essayant d'aller gratter d'un côté de la certification environnementale, nous ne soyons plus aux normes parce que nous baissons justement nos critères et notre rigueur. Et donc du coup, les lots ne passent plus pour la certification de semences certifiées, et non pas HVE. Jean-Pierre, est-ce que cette possibilité que couvre Thomas en disant finalement le niveau 2, où il n'y a pas de référence IFT, est-ce qu'on peut y aller quand on est aussi diversifié que vous? Oui, moi de tout ce que j'entends cet après-midi, je pense qu'on peut y aller. On peut y aller, forcément, je ne suis pas sûr qu'on puisse équiper quand même très rapidement. La nouvelle PAC, c'est 23. 2023. 2023. Donc, je ne suis pas sûr que si réellement on a cette épée au-dessus de la tête, je ne suis pas sûr qu'on ait pu équiper un maximum d'agriculteurs multiplicateurs, parce qu'au niveau de la FNAMS, on a 4 sections. On a la section foragère, donc, que Claude Tabel connaît très bien, la section céréales que Thomas Bourgeois connaît très bien. On a la section betterave, aujourd'hui, on n'a pas de représentant sur le plateau, mais c'est la section betterave semences, donc semences de betterave industrielle et fourragère, qui est exactement, pour moi, dans la même préoccupation et situation que la section potagère, puisque beaucoup de multiplicateurs de semences de betteraves ont aussi des semences potagères. Donc, on a quand même un réseau relativement important à équiper. Je ne suis pas sûr, s'il faut aller assez vite, qu'on puisse avoir le niveau 2 au moment. Il n'y a pas de résultat, enfin, il n'y a pas d'obligation de résultat sur le niveau 2, c'est de la traçabilité. C'est pas faisable, ça, en quelques mois? Peut-être, mais nous, on va avoir un très gros travail de communication. Moi, je vous assure, Pascal, quand on est dans la nature, quand on est au fin fond de nos départements, je vous assure, vous parlez éco-scheme, on vous dirait... Ah oui, éco-scheme, personne ne comprend rien. On vous dirait qu'est-ce que c'est cet immigré, quoi. C'est ça, c'est un immigré polonais, on est d'accord. Voilà, en gros. Donc, je vous assure que le travail de communication est important. Je ne suis pas encore sûr, je parle après Hervé, on n'est pas encore persuadé que si réellement on rentre dans cette machine, que ça sera suffisant. Qu'il y aura un paiement, on n'est pas encore tout à fait sûr. Et qu'il y aura un paiement au niveau 2. Donc voilà, c'est tout ce travail et cette démystification qu'on doit faire un peu cet après-midi, quoi. Ouais. Alors, question autour de l'eau. Tiens, le Varenne de l'eau, dernière concertation gouvernementale, hein, on en a dans tous les domaines depuis des années, depuis le Grenelle de l'environnement dont on se rappelle tous. Alors, je lis la question. Le Varenne de l'eau va s'ouvrir. Comment voyez-vous les choses pour convaincre afin d'aller vers la souveraineté semencière en Vendée? Donc, c'est un agriculteur vendéen qui nous écrit, en Vendée, avec les réserves de substitution, on a réussi à faire revenir, ah bah bravo, de la production de semences. Qui veut intervenir là-dessus? Hervé, sur l'eau?
Sur l'eau, plus globalement autour du Varenne de l'eau, vous savez que ça fait quand même longtemps qu'on pousse ce sujet-là pour que l'eau soit accessible aux citoyens, l'eau accessible à l'agriculture, l'eau accessible à l'industrie et qu'on ait un partage équitable et raisonné autour des projets de territoire. Et ce que dit, a priori, c'est Joël Limousin en Vendée. Je pense que tout le monde connaît tout le monde, hein, c'est Joël. Joël, si c'est toi, tiens, dis-le. Il y a des exemples. C'est marqué en dessous, je l'avais pas vu. Il y a des exemples, des démarches de territoire, de concertation, et on sait très bien que c'est un enjeu fondamental. Aujourd'hui, l'adaptation au changement climatique est une réalité en France et qu'il faut s'adapter. On n'a pas spécialement moins d'eau, mais on a des épisodes de plus en plus, des excès d'un côté ou de l'autre. Et donc, il faut être en capacité de pouvoir capter cette eau qui est parfois en excès. Moi, je vais prendre juste un exemple, je ne suis pas en Vendée, mais je suis dans le département de la Marne, on irrigue 3% de la Saule. Exclusivement réservé aux légumes de plein champ, pommes de terre, carottes, 3% de la Saule. On a eu un excès d'eau cette année, sous un pont de la Marne, il est passé à un débit de 200 mètres cubes seconde. Pendant 8 heures, si on avait capté les 200 mètres cubes seconde du 10 au 15 janvier, on stockait l'ensemble de l'eau qu'on irrigue dans le département de la Marne pour irriguer les 3%. 8 heures de prélèvement sous le pont de la Marne et ça s'est terminé à la mer. Donc il y a un moment donné, il faut être un peu pragmatique, il faut ramener des exemples très concrets comme ça pour dire que l'eau, oui, c'est une denrée, c'est vital pour tout le monde. Sans eau, il n'y a pas de vie. Donc il faut savoir la partager. Mais je crois que les agriculteurs sont en capacité de savoir la partager et de mener des projets de territoire en concertation avec les conseils départementaux, avec les conseils régionaux, les intercommunalités, et qu'on s'inscrive dans des projets cohérents pour assurer cette souveraineté. Voilà, la souveraineté semencière, la souveraineté alimentaire. Je crois qu'il y a des enjeux importants aujourd'hui. Et la France fait partie de ces climats tempérés où on a encore la capacité de produire. Certains pays dans le monde n'ont pas cette capacité de produire. Donc faisons en sorte que là où on est en capacité de produire, qu'on garde cet acte de production, qu'on fasse les efforts sur les sujets environnementaux, et je crois que là-dessus on n'a pas à rougir, mais qu'on soit attentif, parce que si on perd de la production, nos semenciers ils vont partir aussi dans d'autres territoires, et on sait très bien que souvent ils ne s'en vont pas dans les pays hors d'Europe, ils vont dans des pays européens où ils sont encore un peu plus accompagnés que chez nous en France. Donc voilà, la souveraineté semencière, elle est aussi importante, et le Varenne de l'eau, on a beaucoup d'espoir entre un ministère de l'Agriculture et un ministère de la Transition écologique, où on trouve enfin des arbitrages qui sont un peu plus favorables à l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, on a mené 3 projets. On en a plus de 50 qui sont dans les choux et qui sont en contentieux constamment. Et s'il faut passer par le Premier ministre pour faire les arbitrages interministériels, il faudra peut-être passer par le Premier ministre. Mais on sent quand même une volonté du ministre de l'Agriculture qui est très conscient de ces enjeux-là. Donc il faut qu'on soit derrière pour l'aider. Bon, je vous sens un petit peu optimiste. C'est agréable de sentir un tel discours. Et je reviens sur cet exemple vendéen, Thomas. C'est quand même prometteur. Ça marche. On arrive, quand on amène de l'eau, si je comprends bien ce que dit Joël, on arrive à développer la production semencière. Alors je tiens juste quand même simplement à rappeler que pour produire des semences potagères et des betteraves porte-graines, c'est obligatoire d'avoir de l'eau quand même. On ne peut pas produire. Donc du coup, si vous avez des secteurs où justement vous ne pouvez pas stocker de l'eau, comme c'était un peu le cas en Vendée, et là si vous pouvez restocker de l'eau grâce à des bassines, à des réserves, à tout ce que vous voulez, l'un des meilleurs exemples dans l'Aude, Jean-Pierre il en parlera mieux que moi, ils ont une réserve collinaire qui peut irriguer tout le bassin du Lauragais. Et c'est unique en France, et grâce à ça, ils peuvent développer un réseau de multiplication de semences potagères, mais pas que, parce qu'après, ça fait une réserve pour la pêche, pour la chasse, ça fait une base nautique, et ainsi de suite. Il y a quand même tout un écosystème autour de l'eau qui se crée. Alors je reprends une autre question, multifonction autour de l'eau, on est bien d'accord, hein, tout le monde s'y retrouve. Alors en dehors des potagères et des gazons, je lis cette question qui vient de nous parvenir, les utilisateurs de semences sont les agriculteurs, évidemment. Alors là on reparle sur les DPB, hein, les droits de paiement de base, 20 à 30% en moins, hein, Hervé, tu confirmes, si on ne rentre pas dans l'éco-régime, on est bien d'accord, l'éco-régime ou autre, hein, ou équivalence, hein, et coût des semences plus élevé. Si valorisation de la certification auprès des multiplicateurs. J'allais dire, alors là, on est dans une contradiction. Je rejoins Thomas, dit la personne, j'arrive pas à lire son nom, je suis trop loin. Je rejoins Thomas. C'est bon. Je rejoins Thomas sur la peur que j'ai de notre souveraineté de voir les productions s'expatrier. Claude, le risque, il est réel de voir s'expatrier une partie de la production ? Bien sûr, le risque, on va dire, c'est toujours pareil. Hein, il y a le risque et l'occurrence du risque. Donc le risque, bien sûr, il existe. L'occurrence, elle est relative.
J'espère. Moi, je voudrais délivrer aussi un message d'optimisme, y compris à Jean-Pierre par rapport à ce qu'il Oui, parce que disait. moi je l'ai trouvé très inquiet, Jean-Pierre. Y compris à Jean-Philippe. Ce qu'il faut voir en dehors de la production de semences, quand même, le travail que nous menons, je le dis, je le redis, c'est d'essayer de trouver et de fournir des variétés aux agriculteurs, puisque là on parle donc pas uniquement des producteurs de semences, des variétés aux agriculteurs qui vont répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Et si leurs besoins, et donc qui vont dans le sens aussi de la demande sociétale, et qui répondent a priori de mieux en mieux chaque fois, au moins sur 3 des 4 critères, plutôt sur les 4 même avec la variété des cultures que l'on propose, de la certification environnementale. Donc je pense qu'on est déjà en marche. On est déjà en marche pour pouvoir garantir d'une certaine manière aux agriculteurs, du moment aussi que la législation ne met pas la barre trop haut, hein, de garantir aux agriculteurs donc des semences qui leur permettront de pouvoir être certifiés de point de vue environnemental et de pouvoir conserver le maximum de leur DPB, de leur droit de paiement de base. Donc soyons un petit peu optimistes. Encore une fois, je le dis, cette profession agricole, elle est remarquable par sa capacité d'adaptation et je suis persuadé que tous ensemble, on arrivera à trouver des solutions. Bon, c'est vrai que oui, en termes d'adaptabilité, Hervé, c'est sûr qu'on est la profession qui s'adapte à toutes les contraintes. J'allais dire le marché, la réglementation, à chaque fois, on continue. Oui, c'est un peu la résilience de nos exploitations agricoles, mais il faut aussi qu'on soit attentif à ne pas laisser trop d'agriculteurs sur le bord de la route. Je pense que c'est un sujet fondamental. Il y a toutes les questions autour de la PAC, autour des DPB. On est encore, c'est pour essayer de rassurer les gens, mais en disant que on est encore au travail, on a encore des réunions dans les ministères pour essayer d'améliorer le dispositif, pour faire rentrer nos agriculteurs dans les éco-régimes. Donc on est encore en négociation, on a quand même une écoute auprès du ministère qui est plutôt intéressante en ce moment. On n'a pas terminé la négociation, donc on ne peut rien annoncer dans ce qui va se passer, mais globalement, ça s'améliore quand même, le dispositif est en train de s'assouplir. Vous avez une écoute attentive, c'est ça que vous nous dites? Disons que voilà, par rapport au premier jet qui nous avait été donné il y a 1 mois et demi où c'était une catastrophe, où on avait un agriculteur sur 2 qui pouvait accéder aux éco-régimes parce qu'il risque d'avoir 2 niveaux de paiement, un niveau 1 et un niveau 2. Alors on espère que l'écart sera le plus faible possible entre les deux et qu'on aille récupérer rapidement le niveau 2. La grille au niveau de la diversité de l'assolement s'est quand même considérablement améliorée et on continue de l'améliorer. Donc voilà, on a encore des pistes de travail. Mais je voudrais rappeler quand même que, certes, aujourd'hui, on est autour de la certification, autour de la PAC, mais moi, je crois beaucoup aussi à la construction des filières et à la valeur ajoutée sur nos exploitations agricoles. La PAC, c'est un élément indispensable tous les 6-7 ans de négociation, qui est un moment important aussi pour le syndicalisme qu'on représente, pour garder les arbitrages et les équilibres à l'intérieur des territoires. Mais je crois qu'en tant qu'agriculteur, il ne faut pas qu'on oublie tout le reste, c'est la construction de nos filières. Et derrière la multiplication de semences, c'est aussi la valeur ajoutée qu'on peut créer sur nos exploitations agricoles. Et on est quand même un des pays qui est montré en exemple sur ce sujet semencier. Enfin, on a parlé tout à l'heure de la partie phytosanitaire, indice de fréquence de traitement. Mais quand on voit les progrès que les semenciers nous ont fait faire sur nos exploitations agricoles en termes de réduction de produits de santé végétale, moi je prendrais simplement le blé, la betterave. Les progrès ont été considérables et je crois que ça a fait baisser aussi ces indicateurs de fréquence de traitement. Et c'est la partie génétique qui nous y a apporté. Et c'est toute la partie recherche qu'on met aujourd'hui collectivement dans de la semence certifiée qui permet d'aller chercher les moyens de recherche et d'innovation pour continuer à améliorer le dispositif. Donc à travers tous ces sujets-là, je crois que c'est la science qu'on doit remettre au goût du jour. Et ce n'est pas l'idéologie. C'est avec la science qu'on trouvera les solutions. C'est avec la science qu'on a trouvé le vaccin pour soigner la Covid. Voilà, il faut remettre un peu de pragmatisme et puis redonner aussi un peu le moral à nos agriculteurs parce que on est dans des périodes un peu compliquées. Ça fait 1 an et demi qu'on est plus ou moins confinés, que les débats sont passionnés autour de l'agriculture. Mais n'empêche que depuis le mois de mars l'année dernière, le sujet de la souveraineté et de l'agriculture est plutôt revenu au devant de la scène. Et quand on regarde un peu les sondages qu'il y a autour de nous, il y a quand même nos concitoyens qui sont quand même très proches des agriculteurs et de l'agriculture en règle générale. On se focalise sur 2-3% des gens qui nous veulent du mal et qui nous tapent tous les jours dessus. Eh ben, essayons d'écouter les 80% qui sont plutôt bienveillants par rapport à ce qu'on fait et par rapport aux démarches environnementales qu'on a aussi. Donc pour rejoindre le sujet de la certification, moi je pense que voilà, si on peut s'y inscrire massivement et avoir 2 niveaux 2 et avoir une démarche de progrès, je pense que c'est intéressant.
Mais il faut vraiment qu'on ait une démarche globale autour de l'agriculture, que ce soit le Varenne de l'eau, que ce soit la génétique. Nous, ce qu'on porte le contrat de solution aujourd'hui, autour de 44 partenaires. Enfin, je veux dire, voilà, c'est tous ces sujets-là qui feront progresser les agriculteurs. Et depuis les années 40, je pense que les agriculteurs n'ont progressé que grâce à la science, grâce à l'innovation et grâce à la recherche. Et donc, oui, on s'adapte. Mais si on n'a plus de recherche, d'innovation et de science, on ne s'adaptera plus. Donc, il faut vraiment garder ces leviers-là. Oui, et c'est clair, on l'a bien vu, hein, la souveraineté, le thème de la souveraineté alimentaire, grâce au Covid, j'allais dire, si on peut se permettre de dire grâce au Covid, le thème est revenu et le président de la République, vous l'avez certainement tous écouté comme moi, s'est exprimé là-dessus il y a quelques jours. Alors, avant que Thomas conclue notre émission, je voudrais vous poser, chers amis internautes qui nous avez fait le plaisir de nous suivre, une dernière question très rapide pour voir si vous avez bien suivi depuis le début de l'émission. Question quiz numéro 3. À quel niveau de la certification environnementale correspond la mention HVE? La question va s'afficher sur votre écran. À quel niveau de la certification environnementale correspond la mention HVE? Est-ce que c'est le niveau 2 ou est-ce que c'est le niveau 3? Voilà, vous allez pouvoir répondre, je pense, dans quelques secondes à cette question. Déjà, on a déjà des réponses. À quel niveau de la certification environnementale correspond la mention HVE? Est-ce que c'est le niveau 2? Est-ce que c'est le niveau 3? Alors, bon, écoutez, je vous remercie parce que je pense que tout le monde a compris. Vous voyez les résultats qui s'affichent. On est à 97% niveau 3. C'était évidemment une question, pas piège, mais pour voir si vous avez retenu ce qu'on a dit depuis le début. Alors, on a dit beaucoup de choses depuis le début. Thomas, vous êtes le président de la FNAMS. On a entendu les inquiétudes des multiplicateurs. On voit aussi que, alors, on ne va pas répéter ce mot pression, mais cette direction dans laquelle on est porté par la société, les marchés peut-être aussi. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quelle est votre analyse à la fin de ces, 1h40 d'émission? Alors bon, déjà, dans un premier temps, je tenais, Pascal, à te remercier d'avoir animé ce webinaire qui était pour nous très important. Je remercie aussi tous les invités qui ont participé à ce webinaire vraiment très intéressant parce que la certification, on a bien vu, c'est quand même quelque chose de pas très évident. Ça fait longtemps que ça traîne, mais c'est vraiment pas évident. Et je remercie aussi les internautes de nous avoir suivis et surtout d'avoir posé des questions, je vais me répéter, qui étaient très intéressantes aussi. On a pu quand même débattre et j'espère qu'on a apporté quelques précisions. Après, en 2 heures de temps ou en 1h45 de temps, on n'avait pas la prétention de rentrer dans des détails très profonds. Donc là, le but du jeu, c'était vraiment de démystifier un petit peu la certification environnementale et d'étaler un peu sur la table ce que c'était que le niveau 1, le niveau 2 et le HVE3. Donc, bien évidemment, cette certification environnementale, on voit, c'est un enjeu fort pour la future PAC. On parle de HVE3 pour les éco-régimes, le niveau le plus haut, donc pour essayer peut-être d'avoir les 80 € de l'hectare. Mais moi, je répète, je trouve ça quand même dommage que ce niveau de certification de niveau 3, HVE3, ne soit pas rémunéré que par le marché. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû rentrer dans les éco-régimes, puisque c'est quand même quelque chose de très contraignant, et on voit bien que finalement, il n'y a quand même pas beaucoup d'agriculteurs et pas beaucoup de systèmes de production qui peuvent rentrer dans ce système HVE3. Après, pour la certification de niveau 2, comme 2 ou niveau 2+, pour essayer d'aller chercher les éco-régimes, je pense que ça, c'était quand même plutôt quelque chose de bien. Et disons que, même si Jean-Pierre n'est pas trop d'accord, je pense qu'on pourrait essayer d'emmener un maximum de personnes avec cette certification de niveau 2, puisque c'est quand même un niveau de certification, mais ce n'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens. Donc déjà, c'est déjà un petit peu mieux. Ça vous paraît plus facile? Je pense que pour moi, ça paraît un petit peu plus facile. Et disons qu'on en laissera beaucoup moins sur le bord de la route que si tout le monde devait passer en HVE. Ensuite, on le voit bien, la certification environnementale pour nous en production de semences, c'est quand même quelque chose qui va être compliqué, notamment pour le HVE3, puisque nous n'avons pas de référentiel IFT au niveau régional. Donc après, est-ce que comme le disait Hervé, rien n'est encore figé? Est-ce que nous pouvons justement insuffler, être proactifs en disant voilà, nous avons des normes à respecter. Je vous rappelle quand même que nous ne sommes pas en lien direct avec le consommateur. Nous produisons de la matière première, comme le disait notre ministre. Et donc du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir pas quelques dérogations, pas quelques passe-droits, mais essayer de voir certaines IFT, certaines
comment dire, certains IFT au niveau régional, parce qu'on avait bien vu, vous avez vu toutes les différentes régions aussi également. Nous, un réseau d'IFT pour nos multiplications de semences qui puisse faire accéder, comment dire, le HVE3 pour certains producteurs. Donc du coup, je vais le répéter également encore, mais ce que je ne voudrais surtout pas, c'est que par exemple, comme Benjamin Minière, que des personnes qui souhaitent partir en HVE3 ou en d'autres labels de certification, il ne faudrait surtout pas que les semences soient un boulet pour que ces personnes partent dans ce niveau de certification et que soit laissé de côté la multiplication de semences, qui pour un grand nombre quand même d'agriculteurs est une source de diversification très importante et une source de revenus très importante. Dans le sud de la France, bon nombre de petites exploitations arrivent à tenir parce qu'ils sont en multiplication de semences, parce qu'ils ont réussi à avoir de la valeur ajoutée. Vous leur enlevez les multiplications de semences, ils peuvent pas tenir, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah, donc l'enjeu, il est là. L'enjeu complètement, il est là. Et donc après, quid de nos établissements semenciers, savoir s'ils sont prêts à mettre un petit peu plus d'argent pour justement ceux qui voudraient partir sur de la certification. Ça, je pense que c'est une très belle opportunité pour notre nouvelle commission transversale au sein de l'interprofession. Je pense qu'il va y avoir quelque chose à travailler au sein de l'interprofession. Il y a des choses à discuter, on a bien compris. Ah oui. Et que la FNAMS sera force de proposition, et que si les agriculteurs multiplicateurs souhaitent avoir plus de précision et souhaitent avoir du référencement pour justement partir sur des niveaux de certification, donc soit de la 2, soit du HVE3, la FNAMS mettra ce qu'il faudra pour essayer d'accompagner au maximum les agriculteurs. Et nous avons déjà quand même un petit coup d'avance au travers de notre petit réseau, entre guillemets, de notre essai AgroSem, où justement on essaye au travers de ces essais de produire des semences sans utiliser de produits phytopharmaceutiques, donc sans utiliser de produits chimiques de synthèse. Et donc du coup, voilà, on est sur sa 3e phase expérimentale. On part sur une phase de 8 ans et on verra les tenants, les aboutissants, savoir si on peut produire des semences de qualité et en quantité pour répondre aux normes, et du coup peut-être partir aussi sur de la certification. Bon, eh ben merci à vous Thomas, merci à vous tous, merci tous les intervenants et à l'intervenante Emma André d'être intervenue tout à l'heure. Merci beaucoup pour vos contributions qui, je pense, auront permis à cette émission d'être une réussite. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Plus d'informations sur la certification environnementale et sur tous les autres sujets qui intéressent les multiplicateurs sur fnams.fr. Je vous incite à y aller, fnams.fr. Vous pouvez même poser des questions en utilisant l'onglet Contact. Sur la chaîne YouTube de la FNAMS, FNAMS Semences, eh bien, dans quelques jours, vous pourrez revoir les meilleurs moments de notre débat d'aujourd'hui, de cette émission, et partager ça avec vos amis, évidemment. Bonne fin de journée à toutes et à tous, et portez-vous bien.